Bonjour à tous, je m'appelle Saúl Torres et aujourd'hui je vais parler du surréalisme. Je vais présenter les plans pour mon exposé. En premier lieu, je vais parler de sa définition. En deuxième lieu, de sa contexte d'émergence. En troisième lieu, sur les parts du surréalisme. En quatrième lieu, le réalisme dans la littérature. En cinquième lieu, le surréalisme dans les arts plastiques. Et finalement, sur l'internationalisation et déclin du surréalisme. Qu'est-ce que c'est le surréalisme? Selon la définition donnée en 1924 par André Breton, dans les premières manifestes du surréalisme, est un automatisme échec par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Pour lui, il s'agit donc d'une véritable dictée de la pensée, composée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique et morale, où l'inconscient est le nouveau matériau du créateur. Le surréalisme est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui a commencé vers 1919 à la suite du romantisme et du dadaïsme. Ce mouvement est principalement caractérisé par le refus de toute considération logique, esthétique ou morale. Il refuse aussi les oppositions traditionnelles entre réel et imaginaire, l'art et la vie. Par contre, il a cherché à libérer l'homme du rationalisme de la culture bourgeoise occidentale, jugée fin et obsolète, en dégageant une réalité supérieure en recourant à des moyens et quelques thèmes comme les suivants: les sommets hypnotiques et exploration du rêve et l'hypnose, l'écriture automatique et l'association des mots spontanés, les sentiments, les fantastiques, les créations bizarres et étranges, et finalement la perception du monde. C'est pour cela que le surréalisme n'a pas été considéré comme une technique de production, mais comme une étude expérimentale de la connaissance du monde en développant une technique de pensée en dehors des codes et en allant chercher ce qu'il y a au plus profond de l'humain. Pour continuer, je vais parler sur le contexte d'émergence du surréalisme. On peut dire que ce mouvement est apparu après la Première Guerre mondiale, où la France était complètement dévastée, ébranlée par et entourée par la mort. Le dadaïsme, même que le surréalisme, a été créé comme un mouvement de contestation contre les valeurs et contre les codes déjà établis par l'art des bourgeois, qui cherchait la réalité à travers d'une société hypocrite. Donc, il a été un mouvement antirationnel et anti-artistique. Mais pourquoi est-ce que je parle de dadaïsme? C'est parce qu'il est l'ancêtre du surréalisme. On pourrait dire que ce mouvement a été l'inspiration du surréalisme. En plus, le surréalisme met en question le monde radical et vivant, et à partir de l'absurdité de la guerre, est allé contre l'ordre établi et le langage trop correct. En 1930, juste après la guerre, se suit la terrible crise financière qui va exposer le chômage qui amplifie la vision de réalité en renforçant l'idée du surréalisme où les travailleurs vont alors sortir de leurs conventions, mœurs et valeurs de la société bourgeoise pour rencontrer la réalité du chômage et de l'Europe après la guerre. Donc, c'est pour cela que le surréalisme cherchait à apporter véritable renouveau, d'effacer les vestiges des horreurs de la guerre qui étaient restés dans les esprits des personnes afin de montrer de nouvelles visions d'êtres humains, à travers de nouvelles techniques
de peinture et nouvelles techniques d'écriture. Maintenant, je vais m'attaquer sur les trois fondateurs de ce réalisme qui s'appellent André Breton, Louis Aragon et Philippe Soupault. Pour André Breton, on peut dire qu'il a été le créateur de ce réalisme. Il est considéré aujourd'hui comme l'une des figures artistiques et littéraires les plus importantes du XXe siècle en France. Parmi ses œuvres comme Les champs magnétiques, Nadja, La Morpho ou encore les manifestes du surréalisme. En s'inspirant de Marx et de Rimbaud, il souhaitait transformer le monde et changer la vie. D'autre part, Louis Aragon a été un poète et un romancier qui faisait partie du mouvement Dada, mais qui a rejoint les surréalistes. Par exemple, Feu de joie 1920, Les aventures de Télémaque 1922 et Les Peysats de Paris 1926 sont quelques œuvres de ces poètes. Et il était marié à l'écrivaine Elsa Troillet, femme de lettres et résistante française pour laquelle il a écrit des recueils de poèmes. Et finalement Philippe Soupault, qui a été le cofondateur du surréalisme avec André Breton. Il a été exclu en 1926 à cause du trouble de littérature, à un moment où les mouvements se tournaient majoritairement vers les actions politiques communistes. Il a été aussi un journaliste célèbre, et parmi ses œuvres notoires, Aquarium 1917, Les dernières nuits de Paris 1928, Les moribonds 1934 ou encore Mémoire de l'oubli 1981. Breton et Aragon se sont retrouvés pendant la Première Guerre mondiale à l'hôpital de Val-de-Grâce, un hôpital militaire situé en France où on mettait les faux. Et c'est un fait intéressant parce que Breton ne considérait pas la folie comme une sorte de déficience mentale, mais au contraire comme une porte vers la création et vers l'exploration des sujets humains. Il est fondateur de ce mouvement. Mais bon, on doit tenir compte qu'ils sont les premières, mais au fil du temps, des autres figures ont fait aussi partie de ce mouvement. Bon, je vais continuer avec le surréalisme dans la littérature. Donc, le surréalisme prenait une poésie révolutionnaire qui devait se tenir à l'écart de toute règle et de tout contrôle de la raison. L'acte poétique était vécu comme une prise de position sociale, politique et philosophique, et construisait l'une des trois branches de la trinité surréaliste, la liberté, l'amour et la poésie. La poésie exprimait une nouvelle morale de l'amour, qui trouvait son équilibre entre la puissance du désir et l'amour électif. L'écriture automatique était la manière d'écrire où les écrivains laissaient libre cours à leur imagination, en cherchant à libérer les langues de tout contrôle, puisque cela permet de faire effleurer des mots. Des fantasmes de la morale ou les scènes esthétiques ne permettraient pas d'écrire. En plus, les expériences de sommeil hypnotique et les récits des rêves alimentaient également l'activité surréaliste. D'autre part, Les champs magnétiques est un texte dirigé conjointement en 1919 par André Breton et par Philippe Soupault, texte qui a été dans la revue littéraire en 1920 et qui a été considéré comme le premier écrit surréaliste. Voici un petit extrait de Clair de terre d'André Breton. Plutôt la vie que ces prismes sans épaisseur même, si les couleurs sont plus pures. Plutôt que cette heure toujours couverte, que ces terribles voitures de flammes froides, que ces pierres blêtes, plutôt ce cœur à cran d'arrêt, que cette mare au murmure et que cette étoffe blanche qui chante à la fois dans l'air et dans la terre, que cette bénédiction nuptiale qui joint mon front à celui de la vanité totale, plutôt
la vie. On voit ici que la parole poétique accumule les objets en toute liberté. Prisme, voiture, pierre, cour, mare, étoffe, mais que l'ensemble est lié par l'énergie de l'affirmation récurrente, plutôt la vie, et par l'antithèse qu'elle sous-tend entre la vie et tout ce qui n'est pas elle, la compromission, le mensonge d'une bénédiction nuptiale, la vie ordinaire. Surtout, ce texte permet de saisir en quoi consiste l'image poétique surréaliste. Non pas à rapprocher des réalistes analogues comme une métaphore traditionnelle, mais au contraire, des réalistes éloignés. La rencontre, dit Breton, d'une parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. L'image surréaliste est dans ce rapprochement où l'inconscient, semble-t-il, se relève par les chocs des contraires. Parmi les écrivains surréalistes, on peut citer Paul Éluard, Robert Desnos, René Prével, Benjamin Perret et quelques autres. Pour continuer, je vais parler sur le surréalisme dans les arts plastiques. Donc, le surréalisme dans les arts plastiques, dans l'architecture, la sculpture et la peinture, par exemple, ont prolongé une tradition picturale où la rêverie, le fantastique, le symbolique, l'allégorique, le merveilleux et le mythe ont une part très importante. La peinture surréaliste a innové toutefois en recourant de nouveaux matériaux et à des techniques inédites. La plus connue et la plus pratiquée en groupe était celle du cadavreski, qui consistait à dessiner sur un fil de papier, puis à plier celle-ci afin de ne faire apparaître qu'une fraction de dessin, que les voisins continuaient. Une fois le dessin déplié, on obtenait un montage d'images disparatées en formant une nouvelle image. La collaboration de Dali avec Louis Buñuel pour la réalisation de quelques films comme Un chien andalou, 1928, et L'âge d'or, en 1930, a lancé également le surréalisme dans les arts cinématographiques. Et finalement, je vais parler sur l'internationalisation et l'éclat du surréalisme. Donc, au cours des années 1930, le mouvement s'est répandu assez rapidement. En l'une venait des groupes surréalistes en Tchécoslovaquie avec Krachin Touache, en Belgique avec Paul Delvaux et Henri Mouchot, en Italie avec Alberto Savino, en Grande-Bretagne avec Roland Penrose, Henry Moore, aussi au Japon avec Yamanaka et avec Obi, puis en Amérique latine, lors de la Seconde Guerre mondiale, où la plupart des artistes s'exilent, en faisait de New York la seconde ville surréaliste après Paris. Ce mouvement a trouvé aux États-Unis un nouveau dynamisme dont témoigne le voilier vitré de Joseph Cornell. On ne peut pas ignorer le fait que les surréalistes souhaitent faire de leur mouvement une force de construction et s'orientent politiquement vers le communisme, parti révolutionnaire qui incarnait pour eux le progrès, du moins dans les premières tombes. Et pour finir, on peut dire que le mouvement ne résiste pas à la mort de son créateur, André Breton, qui est décédé en 1966. Mais en 1969, Jean Choutet déclara la mort du surréalisme dans tout le monde. Donc, c'est tout pour mon exposé. J'espère que vous avez profité là. Et merci pour votre attention. Au revoir.